Bien. Alors, bah écoutez, on est quand même assez nombreux, hein, c'est une bonne nouvelle. Bon, on avait invité 300 personnes, heureusement qu'ils ne sont pas venus, mais là, vous êtes quand même assez nombreux. Et donc, Jacques Kissiak, qui est l'intervenant d'aujourd'hui, on pourrait le présenter comme étant un historien déjà, et puis un journaliste indépendant. Voilà, j'ai rien oublié? Non, enfin bon, indépendant, je mettrai quelques réserves parce qu'on est toujours dépendant de son patron et celui qui veut bien nous embaucher. Ouais, voilà. Si on n'a pas la fortune suffisante. D'un Bolloré, voilà. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, les questions auxquelles tu vas répondre, enfin, donc il y a celles que je vais lui proposer, et puis après, bah, le but du jeu, quand même, c'est de vous donner la parole, en attendant que je vous donne un petit micro. D'abord, nous parler de ce qui s'est passé en 1934 à Le Forêt, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au fait de l'information. C'est un récit méconnu, mais même plutôt caché, en fait. Et en fait, c'est pas seulement 1934. Enfin, moi, en faisant ma petite enquête, on se rend compte que ça va de 1931 à 1936. Enfin, c'est le Front populaire qui va mettre un terme à tout ça. Et c'est pas seulement quelques dizaines de mineurs, c'est quelques milliers, en fait, et tu nous préciseras un peu les choses, plus de 100 000 apparemment. Donc des mineurs, mais aussi des familles complètes qui avaient 48 heures pour faire leurs valises avec 30 kilos de bagages autorisés. Enfin, bon, donc on est quand même loin de ce mythe doré, idéalisé d'une intégration polonaise. Et donc, en fait, le deuxième aspect de ton intervention, ce serait bien justement que tu démontes un peu ce récit, comment dire, enrobé, acidulé, enfin, qui est, puisque précisément il s'agirait d'une population facile à intégrer parce que blanche, parce que chrétienne, non seulement catholique mais en plus chrétienne, et enfin plutôt chrétienne et en plus catholique. Bon, bah, c'est pas si rose que ça, on va le voir. Et puis après, troisième aspect peut-être de ton intervention, mais enfin encore une fois, tu diras exactement ce que tu veux selon le plan que tu as prévu, mais je te relancerai éventuellement, bah, c'est les parallèles qu'on peut faire entre ces années 30 qui accumulent une crise économique, après 1929, la crise de 1929 va se répercuter en France plutôt en 31. Mais enfin, cette crise économique entraîne une crise politique, et là ça nous rappelle des choses, puisqu'on change de gouvernement. Il y a des gouvernements qui sont là que quelques jours, puis qui démissionnent. Enfin, le gouvernement, il suffit qu'il y ait une motion de censure au Parlement et hop, ça dégage. Donc ça aussi, ça nous rappelle quelque chose. Et puis surtout, on a une espèce de bloc bourgeois qui, en Europe, alors en France, ça a failli aussi nous arriver, mais qui prépare l'avènement cet extrême centre, d'une extrême droite. Et même dans les années 30, c'est fait depuis longtemps en Italie, mais c'est en train de se faire en Allemagne. Et l'année qui nous intéresse, 1934, c'est l'année, alors toi c'est le mois d'août particulièrement, mais pour vous situer un peu le décor, bah, c'est l'année où il y a en février en France une manifestation insurrectionnelle des milices d'extrême droite. Ça fait des morts, hein. Ils veulent la démission du gouvernement. Donc il y a des armes, c'est des milices armées qui défilent dans Paris. Donc c'est vraiment une manifestation insurrectionnelle des ligues d'extrême droite en France. Et ça, c'est en février 1934. 1934, c'est aussi, là je pense que c'est plutôt le mois de juin, la nuit des longs couteaux, par exemple, en Allemagne, où là, le national-socialisme montre à quel point il n'est pas du tout socialiste, puisque tous ceux qui sont vaguement tentés par des politiques sociales parmi les nazis se font assassiner, purement et simplement. Bon, donc en fait, c'est un moment, un tournant qui peut nous interpeller. Là, on n'avait pas prévu, évidemment, de ce qu'allait donner l'actualité la plus récente, mais bah, nous, en France, finalement, ce qui va mettre un terme à tout ça, notamment pour ces expulsions de familles polonaises, c'est le Front populaire, quoi. Donc,
voilà, on ne sait pas où on sera dans 4 semaines, mais Front populaire ou Hitler, on verra bien. Bon, donc, bah, écoute, Jacques, on t'écoute. Ah, merci déjà à l'Université populaire de m'inviter. Merci à à la ville de Grenay d'avoir mis à disposition cette belle salle. C'est vrai qu'on souhaitait célébrer le 90e anniversaire des événements de l'Euphorie, hein, qui vont s'étendre de mai à août 1934. On souhaitait mettre en avant ces événements qui auront un caractère tragique, qui vont marquer un tournant dans l'histoire de l'immigration polonaise en France, parce qu'ils contredisaient l'idée que les Polonais se sont facilement intégrés dans la société française. Et ça, c'est une idée qui s'est développée dans les années 70-80, quand la question de l'immigration s'est de nouveau posée dans le débat public, à la faveur de la crise de surproduction que vivait le capitalisme. Alors c'est une idée polonais modèle d'intégration qui va être repris dans par différentes personnes, par différentes structures, associations. Je vais en citer simplement 3 pour commencer mon propos. C'est Dominique Dupilet, qui est président du Conseil général à l'époque du Pas-de-Calais, qui a fait de 2007 l'année de la Pologne. Et il dit, en parlant de l'immigration polonaise, elle a toujours largement contribué à valoriser l'image du département en s'y intégrant d'une manière forte. Ça, c'est pour un peu le propos institutionnel. Le monde, la Polonia, ce qu'on appelle la communauté franco-polonaise aussi, se targue une frange de la communauté franco-polonaise se targue du fait que les Polonais se sont bien intégrés dans la société française. Et là, je vais citer, alors c'est une citation de janvier 2010, c'est Sylwiane Kowalczyk, qui a été une des responsables de la maison de la Polonia, qui prétendait regrouper toutes les associations franco-polonaises de France. Elle était directrice de cette maison de la Polonia et elle dit « Nous ne sommes pas une communauté repliée sur elle-même, on s'est assimilé à la France, on a réussi notre intégration, mais on n'a pas renié nos racines pour autant, on revendique notre biculturalité. » Bon, ça c'est un autre sujet, mais elle dit bien on a réussi notre intégration en France. Ça, c'est des propos aussi qui sont repris, tu en parlais tout à l'heure, par Marine Le Pen lorsqu'elle intervient lors du salon polonais d'Hénin Beaumont, qui connaît un vif succès depuis quelques années. Et en parlant des Polonais, elle parle d'assimilation réussie. Alors là, on va tenter de démontrer que toutes ces assertions sont finalement fausses. Alors, on va le démontrer par le biais aussi en appréhendant la dimension sociale de la présence polonaise dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors que souvent, lorsqu'on parle de la présence polonaise dans la région, on évoque la dimension culturelle, la dimension folklorique, la dimension gastronomique, parfois la dimension religieuse, et on passe tout à fait sous silence le fait que les Polonais étaient venus ici en France pas pour faire du business, pas pour se dorer la pilule à la Côte d'Opale ou pour faire des affaires, ils étaient venus pour travailler dans les mines, avec toutes les conséquences que cela implique. Donc, c'est aussi pour cette raison. Donc, en 2007, année de la Pologne, hein, j'en ai parlé dans le Pas-de-Calais, on privilégie cette dimension culturelle. Et pour le centenaire de l'immigration polonaise, qu'on a célébré là, de 2019 à 2023 en lien avec la signature d'une convention de 1919, on a encore privilégié cette dimension. Donc, c'est un peu pour remettre en avant la dimension sociale qu'on avait créée en 2007, l'association des Amis d'Édouard Guirec, qui, à notre avis, à notre connaissance, est le plus célèbre des enfants de la diaspora, peut-être avec le footballeur Raymond Kopaszewski. Et ça tombe bien, Édouard Guirec, parce que Édouard Guirec a été un de ces personnes qui ont été expulsées suite à la grève de 1934. Pour bien recontextualiser, je vais peut-être rappeler quand même ce qu'est l'immigration massive polonaise ouvrière en France, et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais va être le département le plus polonisé de France. Donc c'est une histoire qui commence en 1919 avec la signature à Varsovie d'une convention d'émigration et d'immigration entre la France et la Pologne. Donc c'est censé aller dans les deux sens, mais ça ira très largement dans un seul sens, de la Pologne à la France. Et elle finit à peu près en 1949, lorsque le Congrès des Polonais de France, qui est un peu la branche associative de la mission catholique de la Pologne en France, demande à ses membres de ne plus se considérer comme des Polonais
appelés à retourner au pays, mais comme des Polonais appelés à rester dans le pays d'accueil. C'était complètement en contradiction avec tout le discours de l'Église catholique depuis les années 20. Et donc ça marque une rupture. Et la masse des Polonais dans la région notamment ne sera pas nourrie par des apports nouveaux, puisque la Pologne, qui prétend à l'époque s'orienter vers le socialisme, interdit à ses enfants, à ses travailleurs, d'aller chercher du pain à l'étranger. Donc l'histoire de l'immigration polonaise se décompose en 3 parties. Une première qui va de 1919 à 1931, c'est une période d'expansion. Une autre qui va de 1931 à 1939. Alors là, c'est une période de récession, c'est une période d'expulsion, c'est une période qui va être vécue comme la plus noire par les immigrés polonais. La guerre, c'est une parenthèse. L'État polonais n'existe plus. Quand vous regardez les documents d'archives, il n'y a plus de personnes de nationalité polonaise, ce sont des Staatenlos, c'est-à-dire en allemand des sans patrie ou sans État, Heimatlos ou Staatenlos. Donc ça, la guerre, c'est une parenthèse. Et à partir de 1944 jusqu'en 1949, ça c'est la troisième phase de cette histoire d'immigration polonaise. C'est une phase les Polonais auront le choix à l'époque, soit repartir au pays pour rebâtir un pays exsangue, et également habiter dans les zones qui ont été récupérées à l'Allemagne, dans la Basse-Silésie notamment. Donc la Pologne populaire va appeler ses ressortissants disséminés à travers le monde au retour au pays. Et en 1949, il y a cette fameuse décision, alors, pour ceux qui ne seront pas retournés au pays, pour ceux qui seront restés, l'Église catholique va encourager les Polonais d'origine à rester en France. Donc là, ça marque véritablement une rupture. Alors évidemment, il y a des Polonais qui sont arrivés avant 1919, ce n'étaient pas des sujets polonais, c'est des gens qui ont été recrutés en Westphalie notamment. Car il faut savoir qu'il y avait une immigration, alors la Poznanie, qui est la partie occidentale de la Pologne, était occupée à l'époque par l'Allemagne, et donc il y a une espèce de mouvement interne de travailleurs polonais, de paysans pauvres, qui vont gagner leur vie dans les bassins houillers de la Ruhr. Donc là, c'est un prince polonais, Czartoryski, qui va faire ses courses un peu dans la Ruhr et qui va recruter des Polonais qui ne sont pas des Polonais de nationalité, qui sont de nationalité allemande, mais qui sont Polonais de culture, d'esprit et de religion. Et on va compter en 1912 2000 Polonais dans la région, 2000. À peu près 620 mineurs sur un effectif de houilleurs de 124 000 à peu près. Donc c'est quasiment rien. Donc l'idée des compagnies aussi, c'est de recruter ces Polonais catholiques pour lutter contre la déchristianisation qui affecte le mouvement ouvrier sous l'influence des syndicats marxisants. C'est aussi, ils ont toujours ça en tête. Alors on signe une convention en 1919, la France a besoin de main-d'œuvre, et il faut savoir que 2/3 des puits ont subi l'invasion allemande. Le bassin minier a été séparé par la ligne de front. Les Allemands sont partis, ils ont noyé des puits, ils ont procédé à des sabotages. Il y a eu les bombardements. Il y a eu des bombardements également. Donc il y a à peu près 200 fosses qui sont inutilisables à l'époque. Et le nombre de mineurs va baisser de 1918 à 1919 et va baisser ici dans le Nord-Pas-de-Calais de 207 000 à 162 000. Donc les mineurs vont chercher, quand ils ont la possibilité, du travail ailleurs. Donc on a un besoin de main-d'œuvre criant. Par contre, la Pologne, qui est indépendante depuis 1918, alors l'indépendance a été revendiquée par certains, et certains penseurs comme Rosa Luxembourg vont critiquer cette idée d'indépendance. Elle est indépendante, mais économiquement sous-développée. Économiquement sous-développée parce que le régime bourgeois en cours en Pologne a été incapable de mener les réformes agraires qui auraient permis de donner du pain aux paysans en agrandissant leur parcelle de terrain. Ça reste de la petite propriété terrienne, donc les Polonais, en Pologne indépendante, la Pologne est incapable de nourrir ses enfants finalement, et elle va prendre cette histoire d'émigration comme une nécessité, comme un mal nécessaire. Alors la Pologne est indépendante, proclame son indépendance en 1918, c'est reconnu par le traité de Versailles de juin 1919, mais il faut savoir qu'elle va commencer à rentrer en guerre contre l'Allemagne pour la Poznanie, contre l'Allemagne pour la Silésie, contre la Lituanie pour Vilnius, contre l'Ukraine qui réclame son indépendance, et également contre la Russie bolchevique. Donc elle va rentrer en guerre, et les frontières de la Pologne seront finalement fixées qu'en 1923. Donc elle va garder ses frontières jusqu'en 1939 et l'invasion allemande. Donc je veux dire que c'est quand même un pays qui est assez instable à l'époque.
Et la France, il faut savoir qu'elle va signer des accords de convention avec les pays alliés, comme l'Italie, qui va rejoindre le camp des Alliés en 1915, ou des pays qu'on appelle successeurs, qui vont succéder à des empires dissous, comme la Pologne. Donc la Pologne est héritière un peu de l'empire tsariste et de l'empire austro-hongrois, ou comme la Tchécoslovaquie. Elle ne va pas signer, par exemple, des accords, elle aurait très bien pu le faire avec la Turquie, mais la Turquie est héritière de l'empire ottoman, qui était ennemi pendant la guerre, et la France se refuse à coopérer avec ce pays, à faire venir des main-d'œuvre de là-bas. Il faut savoir aussi qu'en 1921-1924, les États-Unis votent des lois de quotas qui restreignent l'arrivée des Slaves à peu près à 10%. En fait, il y avait une forte immigration déjà de Polonais, entre guillemets, vers les États-Unis au XIXe siècle. Et là, il y a une restriction de ce courant migratoire. Donc, il faut croire peut-être que des Polonais qui auraient envisagé d'aller travailler aux États-Unis, eh ben, la porte des États-Unis leur est bloquée à l'époque. Donc, ils vont rester en France. Les Polonais, ils ont une bonne réputation, alors toujours selon la terminologie du patronat, ils sont considérés comme compétents, stables, ancrés d'un esprit de famille, et parfois, parce que catholiques, on les considère comme dociles. Bon. Les recrutements, il y aura deux foyers de recrutement, la Ruhr, en Allemagne, où j'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà une forte émigration polonaise qui a commencé avec l'industrialisation de l'Allemagne, à la fin, vers les années 1870-1880. On compte à peu près un Polonais, dans les mines de Westphalie, il y a un mineur sur 3 est de nationalité polonaise quand même. Donc la France va commencer dès 1920, on va commencer à recruter des Polonais en Westphalie, et ce mouvement va s'accélérer au bénéfice de la guerre de l'occupation de la Ruhr par l'armée française en 1923. Les Polonais vont prendre dans leur majorité parti pour la France. Donc une fois que la guerre franco-allemande là est terminée, l'occupation est terminée, évidemment, ils ont tout intérêt à partir, d'autant plus qu'ils devaient, en vertu du traité de Versailles, choisir à partir de 1919 entre la nationalité polonaise et la nationalité allemande. Il y avait l'option de choix, puisqu'ils étaient d'origine polonaise, mais ils étaient de nationalité allemande pour avoir vécu sous le joug allemand. Et ceux qui choisissaient la nationalité polonaise étaient priés de quitter le pays. Donc ça va favoriser aussi l'arrivée en France. Donc des centres de recrutement, il va y en avoir notamment à Myslovice, dans le sud du pays. Ça sera le principal centre de recrutement. Et là, on fera venir par train entier des dizaines de Polonais jusqu'à Toul, qui sera un peu là le centre de répartition de la main-d'œuvre polonaise. Alors, il faut savoir que le patronat là-bas se comportait, c'était un peu le marché au bétail. On choisissait, il y avait des règles très strictes d'hygiène, etc., à respecter pour pouvoir quitter la Pologne. Et une fois qu'ils arrivaient à Toul, rebelote, on avait de nouveau des conditions drastiques pour pouvoir. Alors ensuite, on leur mettait une pancarte au cou. Ils ne savaient pas, c'était des contrats d'un an, ils ne savaient pas leur destination en quittant la Pologne, ils savaient simplement s'ils allaient travailler dans l'industrie ou la paysannerie, et on leur mettait une pancarte au cou avec le nom de la compagnie minière ou de la ville où ils allaient travailler, et on les mettait dans le train, et voilà, c'était parti pour plusieurs années de travail dans les mines. Donc, il y aura une espèce de flux comme ça, on va passer pour le seul Pas-de-Calais. En 1921, on compte les statistiques, 1321 Polonais dans le département. En 1921, 10 ans plus tard, on en trouve 76 000. Donc on passe de 1300 à 76 400. Et pour la région, 191 000 Polonais, ça fait à peu près 6%, pour donner une idée, 6% de la population. Quelqu'un là-bas peut-être qui cherche à rentrer. Ça, c'est pour les statistiques globales, pour les statistiques de population. Par contre, pour les houillères, on va passer la population polonaise. Alors, on a les statistiques pour la région Nord-Pas-de-Calais. On va passer de 6% des effectifs des houillères à 34%. Ça veut dire qu'un mineur sur 3 en 1930 est de nationalité polonaise. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. Alors le Pas-de-Calais, je l'avais dit tout à l'heure, est le département le plus polonisé de France, avec 115 000 citoyens polonais. Et il va se constituer alors on aura des villes, vivant cette masse qui arrive, on aura des villes où la population polonaise va atteindre pratiquement 50% de la population totale. C'est le cas de Rouvroy, c'est le cas de Marle. Alors là, on se base sur les statistiques, les recensements de population 21, 26 et tout ça. On n'a pas de cas où la population polonaise sera majoritaire.
par rapport à, enfin, sera plus nombreuse que la population française, va se constituer de petites Polognes, appréhendées comme des ghettos, avec l'émergence de cités polonaises, avec les écoles polonaises, les commerces polonais, la presse polonaise, et notamment 2 journaux qui vont être parmi les plus connus, hein, c'est le Narodowiec, le Patriote, qui est un journal qui a été fondé en 1909 dans la Ruhr et qui va s'installer à Lens en 1924. Également le Wiarus Polski, qui est un journal, un quotidien plutôt de tendance cléricale, tellement cléricale que durant la Seconde Guerre, enfin, il sera accusé de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale et il sera interdit de diffusion en 1944. Il y aura à peu près 150 titres de journaux polonais durant les années 20-30, également un puissant mouvement associatif. À un moment, on comptera jusqu'à 600 associations polonaises dans la seule région. Il suffit d'aller aux archives départementales, de consulter un peu les registres de police, parce que c'était extrêmement surveillé, tout ça, pour se rendre compte de la vitalité du mouvement associatif polonais. Alors, la question de l'assimilation se pose d'emblée avec l'État français n'a pas vraiment de cap sur ce sujet. Bon, il considère qu'on pourrait assimiler les Polonais les plus valeureux, puis certainement les plus dociles également. Par contre, les compagnies minières, eux, ils ont une idée de ce qu'il faut faire avec cette population minière. Et là, je vais citer le secrétaire général du comité central des houillères de France, qui s'appelle Henri Peyerimov, de Fontenelle. Il dit en 1924, en parlant des Polonais, nous avons voulu les aider à retrouver un milieu social, moral, national aussi proche que possible que le leur. Parce que désorientés, déracinés, c'est vers le communisme que vous les verriez se diriger. Pour les fixer, pour les apprivoiser, dit-il, pour défendre le polonais contre les forces de désorganisation morale et sociale, le meilleur moyen est de leur conserver le polonisme, c'est-à-dire le fait de cultiver le sentiment national, et le christianisme. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est l'option des compagnies minières. Alors, dans l'idée des compagnies minières aussi, c'est le fait que les Polonais se reproduisent, et ça assure pour les générations futures aussi une main-d'œuvre pour les mines. Alors, la mission catholique, elle est elle éduque un peu ses ouailles dans le culte de Dieu et de la patrie. Elle a été un peu la condition du maintien de la polonité durant le 19e siècle, quand la Pologne était occupée. Elle a été la garante du polonisme. Et elle se situe dans la perspective d'un retour au pays. Donc pour elle aussi, il faut protéger la main-d'œuvre, soustraire cette main-d'œuvre à l'influence jugée pernicieuse du syndicalisme marxisant. Les houillères et l'Église catholique marchent côte à côte sur ce sujet. Alors, j'ai cité là un évêque, Léon Tarnowski, qui s'adresse à la diaspora, aux ouvriers polonais en France. Il dit « Méfiez-vous des associations socialistes et communistes ». Bon, de là où il ne fait pas trop la différence, je suppose, qui vont vous attirer en vous faisant la promesse d'une amélioration de votre condition. Elles ne vous seront pas d'une grande aide, mais par contre, elles vous dépouilleront de votre foi et de votre honnêteté. On voit bien que les houillères et l'Église, les missions catholiques sont sur la même longueur d'onde. Idem pour les autorités consulaires. Le consulat de Pologne à Lille, donc les autorités de la République de Pologne. L'idée, c'est de maintenir une bonne moralité. Ça revient sans cesse, la bonne moralité, les valeurs, dans l'idée d'un retour en Pologne. Donc les trois sont d'accord par rapport à ça. Alors les types de travailleurs polonais, évidemment, je disais, ils ne sont pas venus faire du tourisme, ils ont travaillé dans les mines. Les plus performants, puisqu'ils ont une expérience du travail dans les mines en Westphalie, ce sont les Westphaliens qui sont opérationnels de suite. Par contre, les adultes en Pologne, les adultes qui viennent de Pologne, il faudra quelques années pour les former. En matière de salaire, il n'y a pas de discrimination, car il y a eu la signature de la Convention de 1919, mais en 1920, il y aura une convention à caractère plus social. Donc ils auront les mêmes droits que ceux des mineurs français en matière d'invalidité, d'accident du travail et de retraite, par exemple. Donc, par contre, les Westphaliens se plaignent un peu de l'état d'hygiène des mines françaises. On voit qu'il y a pas mal de plaintes. L'Allemagne, sur ce plan-là, est quand même en avance sur la France à l'époque. Il déplore les conditions de travail, l'usage peu répandu du marteau-piqueur, par exemple, qu'il n'y a pas de lavabo, qu'il n'y a pas de vestiaire, pas de caisse pour ranger ses outils, pas de seau hygiénique et tout ça. Donc, quand ils arrivent ici en France, c'est un peu la douche froide.
Alors, sans douche. sans douche. Pour le mouvement syndical, alors évidemment, c'est quand un mineur sur 3 qui travaille à la fosse, le mouvement syndical ne peut pas rester insensible à cette présence. Alors la CGT déjà au niveau, alors il y aura une scission, hein, 22-23, la CGT unitaire plutôt communisante ou anarcho-syndicalisante à l'époque va faire scission au sein de la CGT. La CGT chez les mineurs restera toujours plutôt d'orientation réformiste, restera toujours majoritaire chez les mineurs. Alors qu'en 1919, la scission n'a pas encore eu lieu, la CGT proclame que tout travailleur, quelle que soit sa nationalité, a le droit de travailler là où il peut occuper son activité. Donc, c'est une forme d'internationalisme dont elle se revendique. Pour la CGTU, elle va un peu plus loin. Elle dit en 1925, son 3e congrès, il n'y a pas de patrie pour les travailleurs. Il n'y a pas d'ouvriers étrangers en France. Il y a des ouvriers d'un même pays, le prolétariat. Ça sera un discours qui sera repris dans les années 30 par Arthur Ramette, député du Douaisis. Mais elle reconnaît quand même que c'est une question de vie ou de mort pour son activité. Donc les deux organisations, que ce soit la CGT, la Fédération des mineurs CGT ou celle de la CGTU, vont tout faire pour syndiquer et pour intégrer dans la lutte ces travailleurs. Ils vont créer des sections de langue spécifiques. Donc ça non plus, ça ne va pas forcément favoriser l'intégration et l'interpénétration entre Français et Polonais. Mais ils ne pouvaient pas faire, évidemment, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc les revendications des travailleurs polonais seront identiques à celles des travailleurs français sur des sujets généraux, comme les salaires, les conditions de travail, la lutte contre la rationalisation. Mais ils auront également des revendications spécifiques qu'ils vont porter tout au long des années 20-30. Ils vont exiger la possibilité d'avoir des postes de direction de dirigeants des syndicats, ce qui leur était interdit par la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui reconnaît, enfin qui légalise les syndicats. Ça, un étranger peut se syndiquer, mais il n'a pas le droit de diriger le syndicat. Ils vont exiger aussi de pouvoir voter aux élections du délégué du personnel ou aux caisses de secours. Ça, ce sont des droits qui vont leur être accordés à la fin des années 30 et après la guerre seulement. Et également une protection sociale identique, notamment en matière de chômage, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de système unifié. Les allocations chômage sont données soit par les municipalités ou soit par le département, et souvent parcimonieusement accordées. Et quand on pouvait éviter de donner un peu d'allocation chômage aux étrangers, on ne s'en privait pas. Donc voilà la situation globale. Et les pouvoirs publics, donc je parlais de la République, la Troisième République, hein, son obsession, c'est d'éviter de donner la libre expression à tout étranger qui serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Et pour ça, ils ont une arme importante qu'ils ne vont pas cesser d'utiliser, il se base sur une loi qui a été votée le 3 décembre 1849, qui permet d'expulser les étrangers qui ont subi une condamnation, donc des droits communs, ou ceux dont l'attitude est de nature à troubler l'ordre public. Évidemment, ça, c'est un peu la tarte à la crème, et grâce à ça, on peut mettre dehors n'importe qui. Et ils vont pas s'en priver. Dès mars 1920, les Polonais de la Fossis d'Aïkour sont partie prenante d'une grève, et voilà, c'est dans les archives, c'est les premiers mouvements de Polonais expulsés de France. Alors il n'y a pas que l'expulsion hein, qui sera mis en avant. Il y aura la surveillance des réunions, surveillance étroite des réunions hein, par soit la police politique, les renseignements généraux, ou soit par des indicateurs au sein de la communauté. Il y aura des convocations au commissariat où on va donner des avertissements. Il y aura l'interdiction de la presse communiste aussi. Alors à chaque fois qu'il y a un journal communiste qui est créé, une semaine après, il est interdit. Le non-renouvellement de la carte d'identité, car les étrangers devaient se faire renouveler la carte d'identité, et pour se séparer des éléments jugés indésirables, on ne renouvelait pas cette carte d'identité. Et évidemment, les expulsions étaient le Graal, et parfois également la dénaturalisation. On reviendra sur la dénaturalisation tout à l'heure. Il n'y a pas que les pouvoirs publics qui s'attaquent à ce qu'ils considèrent comme un danger. L'Église catholique sera aussi au premier rang, et notamment
une organisation, une association qui était un faux syndicat que va créer la Mission catholique. Donc, on ne peut pas avoir de syndicat polonais. On ne peut pas avoir de poste de direction dans les syndicats français. Donc, on va créer une association, mais qui aura les mêmes missions qu'un syndicat. Donc, ça, c'est le ZRPL va être créé en 1924. Et eux, ils sont également, comment dire, à l'avant-garde de l'anticommunisme. En parlant de la CGT unitaire, le syndicat communisant, ils vont parler de Satan rouge qui s'efforce d'organiser l'enfer sur Terre. Et ces gens-là, ces militants associatifs, mi-associatifs, mi-syndiqués, vont dire avec des communistes, nous ne ferons pas grève. Nous, ouvriers polonais, nous nous rendrons au travail. Et le journal dont je vous parlais tout à l'heure, le Wierus Polski, la foi polonaise, qui a été interdit en 1944, lui dressait dans ses colonnes des listes de mauvais polonais, de mauvais patriotes. Voilà l'atmosphère de l'époque. Donc la peur de l'expulsion, ça va toujours agir comme une épée de Damoclès sur la tête des travailleurs polonais, et ça va un peu freiner peut-être parfois pour certains leur envie, leur enthousiasme de rejoindre les syndicats combatifs. La CGTU, je voudrais rappeler qu'à l'époque, dans le bassin minier, c'était quand même l'héritière du syndicalisme, de l'anarcho-syndicalisme, cher à Benoît Broutchou, qui s'était manifesté lors des grèves de courrières, etc. Donc le syndicalisme vraiment de choc, d'action directe, etc. Voilà, donc il y avait encore cette tendance qui subsistait au sein de la CGTU. On pouvait très bien, ces syndicalistes de la CGT unitaire pouvaient très bien avoir leur regard tourné vers l'Union soviétique, considérés comme Staline comme leur chef, tout en ayant des pratiques syndicales qui rappelaient celles de Benoît Broutchou et des anarcho-syndicalistes de l'avant-guerre. Donc là, on arrive à la fin de 1931 et on reste avec une communauté arc-boutée autour de ces valeurs nationales et catholiques. Ça, c'est vraiment c'est un bloc hégémonique qui s'est créé, et l'assimilation, à l'époque, en 1931, est au point mort. La deuxième période, donc la crise, comme le disait tout à l'heure Jean-François, la crise de surproduction du capitalisme, on en ressent les effets dans l'industrie charbonnière à partir de 1931. Et là, les choses vont se compliquer pour la main-d'œuvre polonaise. Jusqu'à 1931, on faisait venir des Polonais de Pologne. À partir de 1931, la tendance va s'inverser. Les licenciements économiques, proprement dit, vont commencer en 1933, mais à partir de 1931, on procède à du chômage partiel, des mises en retraite anticipées, on renvoie des jeunes ouvriers sous prétexte de faute professionnelle, indiscipline ou engagement politique. Donc on commence à écrémer en 1931. En 1933, là, on va faire partir par des trains entiers des dizaines de Polonais en Pologne. Ils n'ont pas trop le choix, de toute façon, parce que s'ils refusent de partir, ils se retrouvent sans emploi, donc sans carte d'identité. Donc, sans carte d'identité, ils seront pas expulsés, mais ils seront, on appelle le terme technique, c'est refoulés. Donc, sauf à partir dans une autre région ou à occuper un poste dans la campagne, ils n'ont pas trop le choix. Donc, certains vont, contre leur gré, vont se décider à repartir en Pologne, où la misère continue de sévir, et également où la Pologne, politiquement, c'est un régime qui se durcit. Bon, c'est un régime qui se fascise d'année en année. Il y a eu le coup d'État de Pilsudski en 1926. Pilsudski meurt en 1934. Il est remplacé par les colonels. Et je rappelle quand même qu'en 1934, la Pologne signe un accord, un traité avec l'Allemagne hitlérienne. Donc bien avant 1939 et l'accord Molotov-Ribbentrop. C'est en 1934. Hein. Et donc c'est la misère en Pologne. De repartir en Pologne, c'est pas franchement, ils ne repartent pas en gaieté de cœur. C'est là qu'on parle des retours forcés. Alors c'est pas proprement parler des expulsions. Les expulsions, ça touche soit des droits communs, soit des politiques. Et quand on est expulsé, on reçoit son avis d'expulsion. Peut-être ça dépend ça dépend comment on est appréhendé par les autorités, mais 48 heures ou une semaine avant, et donc on a une obligation de quitter le territoire, seul, et pas en famille. Là, ils repartent, le voyage est payé, ils repartent en famille, mais ils ne peuvent prendre que 30 kilos de bagages. Alors on va avoir des scènes épouvantables dans les cités. Certains, au lieu de
prendre les maigres biens qu'ils ont pu accumuler depuis leur arrivée en France, vont préférer imaginer des bûchers improvisés dans les cités minières. Et ça va marquer. Les images d'archives. Voilà, c'est ça. Et ça va marquer les esprits. Donc là, on en arrive, l'introduction était peut-être un peu longue, mais il fallait recontextualiser aux grèves de Leforest. On est dans un contexte de répression, d'intensification de la répression qui a toujours duré, qui a toujours été une réalité. Donc Leforest, c'est une ville à la frontière du Nord et du Pas-de-Calais. Il y a deux fosses, la fosse 6 et la fosse 10. Et la fosse 10, où vont se dérouler les événements. Alors, c'est une compagnie qui est à cheval sur les deux départements, Nord et Pas-de-Calais. Il y a à peu près, d'après les statistiques qu'on a, à peu près dans la commune, à peu près presque 50% des habitants de la commune sont polonais. À la fosse 10, il y a à peu près 40% des effectifs qui sont de nationalité polonaise. Et le 26 mai, à la fosse 10, des mineurs polonais, à peu près 200, vont occuper, alors quand vous lisez les archives, ils marquent armée de piques, armée de haches, etc. Mais c'est normal parce que c'est leur instrument de travail. Ils vont occuper la lampisterie. Armée de poussière. Voilà, oui, mais pas encore. Et ils vont lancer une occupation des lavabos. Alors, la revendication principale, là, on est le 26 mai. La revendication principale, c'est de mettre un terme à l'arsenal répressif qui s'est intensifié depuis l'intensification de la crise économique. La suppression des amendes, la suppression des brimades, la suppression des déclassements et des congédiements. Ça, c'est parmi leurs revendications. Ils ont une revendication particulière aussi par rapport à un des leurs qui a fait l'objet d'un avertissement à congédiement. Donc, le cœur de leur revendication, c'est halte à la répression, quelque part. Alors, il n'y a pas de sanction sur le coup, mais la police enquête, et finalement, le 21 juillet, le ministre de l'Intérieur signe, pour ce premier mouvement, qui était une simple occupation des lavabos, 11 décrets d'expulsion. 11 décrets d'expulsion, ce qui est énorme à l'époque. Le 2 août, l'État, alors il y a 11 personnes qui sont susceptibles d'être expulsées, mais on ne va pas signifier à ces 11 personnes d'un coup leur départ en Pologne, par peur des troubles. Parce que la fosse 10, c'est quand même une fosse où la CGT unitaire est majoritaire. Donc les communistes sont majoritaires. Le syndicat est rattaché à la Fédération des mineurs de Douai. Donc ça représente une force. Et les Polonais sont majoritaires et la CGTU est majoritaire. Donc on va décider le 2 août de signifier ces décrets d'expulsion à 2 expulsables. Et c'est ça qui va mettre un peu le feu aux poudres. Le 3 août, donc le lendemain, la CGTU organise une réunion. Ils décident d'une délégation en préfecture pour demander le retrait de ces expulsions. Le lendemain, le 4 août. Mais le 4 août, ils vont en préfecture, une délégation, le préfet oppose une fin de non-recevoir. Ils reviennent, 5 août, nouvelle réunion. Là, il y a à peu près 200 personnes qui assistent, dont des militants CGTU du Douaisis. Et là, ils décident d'une grève au fond. Alors, ça serait une des premières grèves au fond d'un puits de mine en France. Alors, pourquoi décider d'une grève au fond? Alors là, on a retrouvé dans les archives un tract qui émane de la CGT unitaire, qui fait référence à des incidents qui ont eu lieu à Sallaumines et à une grève qui a eu lieu à Courrières. Ce tract dit « La lutte au fond de la mine sera beaucoup plus gênante pour le patronat parce que c'est paralyser la production et d'autre part parce que la flicaille ne peut pas nous gêner. Par cette lutte, nous imposerons à la direction notre délégation et nous arracherons les revendications. » Bon, je ne vous cache pas que c'est quelque peu optimiste, mais il vaut mieux l'être, tout au moins au départ du mouvement. Donc, la délégation en préfecture a été infructueuse. Le 5 août, nouvelle rencontre. Et le 6 août, lundi, on décide d'une grève au fond d'un puits de mine. Donc, à 6 heures du matin, il y a 300, alors c'est la descente, 350 mineurs se retrouvent bloqués à 700 mètres au fond. Alors, certains vont partir, alors soit directement par la fosse 10, par les échelles de secours, ou par la fosse 6, qui se trouve à peu près à 1 km, et ça va permettre de partir. La plupart des gens qui partent, des mineurs qui partent, ce sont des mineurs de nationalité française. Le reste, les 2 tiers, restent au fond.
Et là, il y a un mouvement des porions qui vont faire la navette avec comment dire, la fosse, enfin la direction qui est au jour, pour relayer un peu les revendications des mineurs. À 9h30, donc le mouvement commence à 6h, à 9h30, les grévistes interdisent aux porions, donc aux cadres, contremaîtres, de remonter. Et là, les choses vont quelque peu dégénérer. D'après ce qu'on sait, d'après les rapports ou les comptes rendus de la CGT unitaire, mais après coup, la grève devait durer, une grève des bras croisés, un quart d'heure à une demi-heure. Finalement, elle va se prolonger 38 heures jusqu'au lendemain vers 6 heures du soir. Alors, les revendications des mineurs, c'est retrait toujours des expulsions, gratuité du logement, reclassement des ouvriers rétrogradés. Donc, on est toujours dans la lutte contre l'arsenal répressif. Alors, il faut bien suivre le cheminement. En mai, on fait une grève pour dénoncer la répression. Et en août, donc il y a une nouvelle vague de répression en juillet. Et en août, on fait une nouvelle grève pour dénoncer de nouveau la répression. Et la logique va être la même, on le verra plus tard, parce que la direction oppose une nouvelle fois une fin de non-recevoir. Donc la direction des mines dit l'expulsion, ce n'est pas notre responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État, ce qui est vrai. Et qualifie même de ridicule les revendications des mineurs. Au nom de la loi de 1849, hein, les expulsions. Oui, tout à fait, toujours. Donc la descente de 13 heures, ils interdisent la descente de 13 heures, donc il n'y a personne ne descend à 13 heures. Le soir, les femmes de ces mineurs en grève viennent rapporter du ravitaillement. Au bout de 2 ou 3 heures, elles sont renvoyées chez elles et le ravitaillement avec. Donc, voilà où on en est dans la journée du lendemain, 7 août. Il reste encore 178 mineurs, dont 14 mineurs français, au fond du puits, avec 8 porions qui seraient, d'après ce qui se dit à la surface, retenus en otage. Ce qui va mettre aussi contribuer un peu à faire monter la sauce. Finalement, on aura une intervention d'un monsieur qui s'appelle Kléber Leguet, qui est un dirigeant syndical de la CGT réformiste à l'époque, qui finira dans la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, qui va descendre et qui va promettre l'impunité à ces mineurs. Et en guise d'impunité, l'État va signer, donc 2 jours plus tard, le 8 août, donc la grève 6 et 7, le 8 août, l'État signe 77, le ministre de l'Intérieur signe 77 décret d'expulsion. Donc on est passé en avril, mai d'un avertissement de congédiement à juillet 11 décrets d'expulsion et au mois d'août, le 8 août, 77 expulsions. Il y aura, alors ça c'est l'État, la compagnie des mines de l'Escarpelle va procéder à 120 congédiements, 120 licenciements, et 6 personnes considérées comme des mineurs vont être arrêtées et vont devoir purger une peine de 2 mois de prison à Béthune. Tout ça pour avoir simplement fait grève qui est alors reconnue. Donc le 9 août, ça va très vite, 8 août arrêté, 9 août notification des arrêtés d'expulsion, et le 11 août, là on ne traîne pas, le premier train part donc de Leforest via Lille vers la Pologne. Avec les familles. Avec les familles, ouais. Voilà. Alors c'est la différence. Alors d'habitude, lorsqu'on est expulsé, c'est une décision qui touche un individu et il n'est pas censé repartir avec sa famille. Là, on va accorder ce privilège entre guillemets de repartir avec sa famille. Donc il y a 200 personnes qui vont repartir, la gratuité du voyage jusqu'en Pologne, parce que en général, quand on est expulsé dans des conditions normales entre guillemets, on est placé à la frontière. Et débrouille-toi pour retourner où tu veux, en Pologne, et encore quand on réussit à passer la frontière, parce que certains pays comme la Suisse, certains vont vouloir partir en Suisse, et la Suisse ne voulait surtout pas accueillir ces militants ouvriers. Alors, donc il y aura ensuite la condamnation par le tribunal correctionnel de Béthune. Il y aura un deuxième convoi qui va partir le 14 août. Donc il y a certains qui vont échapper aux expulsions. Il y en a un qui était, on pensait qu'il était polonais, il n'était pas polonais, il était hongrois. Et on va avoir beaucoup de mal à retrouver ses papiers. Et je pense que l'ambassade de Hongrie n'avait pas du tout envie de le voir revenir au pays. Donc quelques mois après, dans les archives, on retrouve encore sa présence, sa présence à Leforest. Il y en a un qui échappera parce qu'il n'était pas de nationalité polonaise, il était français.
donc on ne pouvait pas l'expulser à moins de le dénaturaliser. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et d'autres expulsés. Alors on a très peu de renseignements, c'est encore un objet de recherche. Que sont devenus les expulsés, à part Édouard Guirec, dont on connaît l'itinéraire, mais certains vont connaître les bagnes de Pologne et les prisons en Pologne, les prisons de Pilsudski. Évidemment, ça est considéré comme des rouges, comme des pro-soviétiques, et donc on va les mettre en prison. Ça, on aura des témoignages a posteriori. Et comme ça ne suffisait pas, en décembre 1934, il y aura une nouvelle vague d'expulsion à Le Forêt qui va toucher les agitateurs communistes. Je mets ça entre guillemets, à la fosse 6, à la fosse à côté. Donc voilà, on aura fait le ménage. Alors pourquoi cette grève a eu un tel retentissement? Déjà, elle est remarquable par la sévérité des sanctions qui ont été prises, parce que bon, ils ont fait quoi? Ils ont fait grève, certes, au fond, mais ils n'ont pas assassiné un ingénieur, ils n'ont pas saboté l'appareil de production, ils n'ont pas brûlé un chevalement ou des maisons d'ingénieurs. Ils n'ont fait que grève, qui est un droit reconnu à l'époque. Et elle surprend aussi par la rapidité avec laquelle ces mesures d'expulsion vont être mises en exécution. Alors, elle aura un retentissement national. Il y aura donc la presse, ça me fait penser parfois à l'affaire de Brûlé-en-Artois, l'assassinat de la petite de Ève en 72, quand la presse nationale se débarque avec Europe 1 et RTL, etc. Et là également, on aura les journaux nationaux qui vont faire le déplacement, et un retentissement national aussi, parce que Pathé va diffuser des images dans les cinémas. Donc très vite, on va connaître l'histoire de Le Forêt. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que la CGT et la CGT unitaire, alors Jean-François rappelait tout à l'heure les événements de février 1934, et puis le changement de cap peut-être également du Parti communiste, avec l'idée du front unique qui s'impose tant aux communistes qu'aux socialistes pour faire barrage au fascisme et à l'extrême droite. Alors que cette idée du front unique s'impose de façon générale, à Le Forêt, la CGT et la CGTU se déchirent se déchirent. La CGT va accuser les communistes communisants de la CGT unitaire de pratiques aventuristes, en fait d'avoir conduit les mineurs dans une impasse, dans le mur. Par contre, la CGT unitaire va dénoncer le fait que la CGT, par le biais de Kléber-Leguay, aurait trahi les mineurs en leur promettant l'impunité, et on sait ce que désigne l'impunité, 77 décrets d'expulsion. Donc là, ils vont continuer à s'entre-déchirer pendant quelques mois. Une question qui se pose également aux historiens et qui resterait à élucider, c'est savoir pourquoi l'appel à la solidarité n'a pas fonctionné. Pourtant, il y a eu des appels en amont de cette grève de d'août 1934, mais le mouvement ne va pas suivre. On ne va pas empêcher non plus les expulsés de partir du train ou d'occuper le carreau, d'occuper la gare, etc. Donc il y a des gardes mobiles qui... Oui, alors les gardes mobiles sont arrivés dès le dimanche soir, donc le 5 août, à la veille, il y a des compagnies de gardes mobiles qui vont arriver, et il y aura plusieurs ensuite, ils vont encore faire à peu près 6 ou 7 compagnies de gardes mobiles, déjà le 6, et dans les jours qui vont suivre, il y en aura encore 2 ou 3, ils vont faire appel à 2 ou 3 compagnies supplémentaires. Donc je pense que pour les autorités, il s'agit assurément de faire un exemple, et c'est pour ça aussi que 1934 sera vécu comme l'année la plus noire de l'immigration polonaise, de l'histoire de l'immigration polonaise en France. Ça correspond aussi, je vais peut-être en dire 2 mots, à l'expulsion de Thomas Olszański. Alors Thomas Olszański, c'était un mineur polonais, un mineur qui est venu de Galicie, à l'époque sous régime austro-hongrois, qui est venu en 1909 et qui va intégrer le mouvement syndical. Et pendant la Première Guerre mondiale, il va servir dans l'armée à l'air, donc l'armée polonaise constituée en France, et en récompense de son engagement pour la Pologne et pour la libération de la France va lui octroyer généreusement la nationalité française en 1922. Alors, il est de nationalité française en 1922, mais après, jusque-là, il militait sous pseudonyme,
il se cachait quelque part pour militer, parce que militer, ça entraînait souvent l'expulsion. Et donc, en 1922, il ne se cache plus. Et donc, il milite au grand jour. Et là, ça devient gênant. On a quand même des échanges de courriers savoureux entre le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais qui se demandent comment ça se fait qu'on laisse cette personne s'agiter sans prendre de mesures d'expulsion à son endroit. Et évidemment, le préfet du Pas-de-Calais répond bah, il a été naturalisé en 1922. Bon, on ne peut pas faire grand-chose. Ils vont quand même réussir parce qu'en 1927, il y a une loi portant sur la dénaturalisation dont on a beaucoup parlé il y a quelques années avec l'idée de François Hollande de dénaturaliser certaines personnes. Donc c'est une loi qui permet d'enlever la nationalité et c'est ce qu'on va faire. Il y aura un jugement du tribunal et en 1932, voilà, on va lui enlever la nationalité française. 1932, bah lui, c'était quelqu'un quand même qui parlait le français, il parlait l'allemand, il parlait le picard évidemment, et il parlait également le russe. Donc c'était une figure quand même du mouvement. Il était à la tête de la fédération des mineurs de la CGTU. Donc on allait, les personnes se déplaçaient pour son. Lorsqu'on savait qu'Olshansky venait, ça entraînait les foules. Alors on connaît bien son parcours parce qu'il a fait un récit en 1957, quelques années avant de mourir, sur son parcours, et qui a été, donc ça c'était en polonais à Varsovie, et ça a été traduit par une étudiante en maîtrise de l'île 3. Ça a été traduit en français, donc on connaît bien son parcours ou ce qu'il a bien voulu en dire, hein, parce que bon, moi je me méfie toujours des récits faits 30 ans après les faits. Bon, qu'importe. En 1932, lui, il rentre dans la clandestinité. Il continue à militer, à animer des meetings. Alors, c'est hyper surveillé. Quand il anime un meeting, évidemment, il y a un cordon sanitaire de protection contre la police. Et quand on voit que la police arrive, eh ben, on le fait se sauver. Il va habiter du côté de l'Alain. Et finalement, en 1934, simplement, à la sortie d'un autobus, en descendant d'un autobus à Noyelles-Godault, il va être arrêté. Il va être reconnu et arrêté. Et là, puisqu'il a été expulsé, mais il a eu son avis d'expulsion, mais qu'il avait refusé, enfin, il n'était pas parti de lui-même, on va lui coller 2 mois de prison. Ça, c'est un peu la règle. Quand on est expulsé et qu'on ne part pas, on collecte 2 mois de prison. Et là, après les mois de prison, là, c'est les forces de police qui le ramènent à la frontière. Et là, alors évidemment, quand il est censé sortir de prison, il y a tout un comité d'accueil de sympathisants qui sont là pour l'accueillir. Alors, il devait sortir, je ne sais pas, à 8h ou 8h du matin, je crois que ça se fait, ou 7h du matin, à la prison de Béthune. Et finalement, on va l'extraire de sa cellule en pleine nuit pour éviter justement cette confrontation avec ses sympathisants, et on va l'amener en Belgique. Et on va même franchir la frontière belge sans demander rien aux douaniers belges, et on va les laisser en Belgique. Et là, il va être pris en charge par le Secours Rouge international à Bruxelles. Et de là, il va demander l'asile politique en Allemagne, en Russie soviétique, en URSS, et il va l'obtenir. Et alors, le danger, c'était de traverser toute l'Allemagne hitlérienne. Il craignait quand même être pris. Et donc, il revient en Union soviétique. Il reviendra en Pologne à partir de 1944. Et voilà, il sera un des dirigeants communistes de la Pologne à Varsovie. Donc voilà, donc ces événements de Le Forêt et tout ce qu'on a pu dire sur la période des années 20 contredisent complètement le mythe d'une intégration réussie des Polonais dans la société française. Parce que moi, en fait, ceux qui prétendent ça, alors certains le prétendent évidemment. Pour les Polonais d'origine, c'est toujours plus glorieux de passer pour un bien intégré qu'un mal intégré. Mais on parle de qui s'est intégré, effectivement. Ceux qui se sont intégrés, c'est les gens qui sont restés dans le pays. Il faudrait prendre en compte aussi, en statistique, les gens qui ont dû quitter le pays pour des raisons diverses. Alors, soit les expulser, soit les rapatriés forcés là, des années 30 qu'on a dû évacuer en Pologne, soit ceux qui sont partis de leur plein gré, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1920-1921, dès que des Polonais arrivent, des Polonais vont repartir tout de suite, quoi, dans les quelques mois. Enfin, ils vivaient au grand air, à travailler même de façon difficile dans les campagnes polonaises, et ils se retrouvent dans le bagne de la mine. Alors ça plaît pas forcément. Donc certains vont repartir tous les ans dans les statistiques, même si la balance elle reste excédentaire, certains repartent. Donc ça, c'est des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Les expulsés ne se sont pas intégrés. Les rapatriés forcés n'ont pas été intégrés. Et ceux qui vont partir à la libération, comme j'ai dit tout à l'heure, la Pologne populaire appelle à partir de 1944 ces enfants disséminés à travers le monde au retour au pays pour rebâtir le pays et également pour habiter les régions qui ont été arrachées à l'Allemagne en vertu des accords de Yalta.
La Pologne va récupérer à l'Allemagne notamment la Basse-Silésie, qui est un bassin charbonnier du côté de Wałbrzych. Donc on va appeler les Polonais de France, de Luxembourg, de Belgique, même des États-Unis à retourner au pays. Donc ces Polonais qui sont repartis, c'est quand même 1 sur 5 sur le plan national. C'est pas mal, même si la majorité fait le choix de rester en France, 1 sur 5, c'est pratiquement 20%. Ils ont fait aussi le choix de la non-intégration. Alors quand je reviens sur le discours de Marine Le Pen à Hénin Beaumont, qui considère que les Polonais sont un peu... On a tendance à mettre les Polonais sur un piédestal en louant leur capacité d'intégration. Eh ben, l'histoire, les faits montrent que c'est pas vrai et qu'il y a véritablement une instrumentalisation de ce phénomène. Si on met les Polonais sur un piédestal, c'est pour mieux incriminer d'autres communautés étrangères, soi-disant incapables de s'intégrer dans la société française. Alors on nous met parfois, comme tu le disais, les Polonais sont blancs. Bon, ils n'étaient pas tous forcément tous blancs. Ils étaient catholiques, mais ils étaient confrontés à un mouvement ouvrier, un monde ouvrier qui était en voie de déchristianisation. Donc c'est pas non plus un facteur de rapprochement. Voilà. Ben merci pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long, peut-être un peu débordé quand même. Non, 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 non. Oui, donc Jacques, merci pour cette présentation. Simplement, est-ce que tu pourrais faire un zoom? Donc, je pose une question pour lancer le débat et ensuite, bah, écoutez, on vous invite à en faire autant. À propos d'Édouard Gierek, quand même, qui était à la CGTU, qui était à la fosse 10, enfin, qui est au cœur de tout ça, et qui illustre bien. Enfin, finalement, on voit bien que le discours de l'extrême droite, c'est de nous dire que principaux problèmes auxquels on a affaire, c'est les problèmes, enfin, c'est une guerre de civilisation, c'est les problèmes civilisationnels. Euh, on serait même en train, à Gaza, d'être à l'avant-poste de la civilisation judéo-chrétienne menacée par l'islam. Enfin bon, on est vraiment dans ce discours-là. L'extrême droite, donc, on comprend pourquoi elle essaye de faire passer l'intégration polonaise en mettant en avant des critères ethnico-cultuels, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin, civilisationnellement parlant, on est compatible, Mmh. alors qu'en fait on voit bien que c'est de la gestion des ressources humaines, quoi. C'est-à-dire que la fameuse loi de la convention de 1919, bah, on n'a plus de main d'œuvre en France parce qu'il y a quand même eu la Première Guerre mondiale, et donc il y a un besoin de ressources humaines. Donc c'est vraiment, on fait venir de la main d'œuvre, et dès que la crise de 29 se fait sentir à partir de 1931, le chômage grimpe, et là du coup il faut se débarrasser de cette main d'œuvre surnuméraire. Donc c'est vraiment de la gestion de ressources humaines. Et alors si en plus on peut se débarrasser de syndicalistes CGTU et de communistes genre Édouard Gierek, c'est encore mieux. Bon, donc c'est intéressant pour nous de désamorcer ça, parce qu'on voit bien quand même que c'est pas du tout. Enfin, l'argument civilisationnel, c'est de l'esbrouf, quoi. C'est de la gestion des ressources humaines, comme le capitalisme est capable de le faire de manière assez cynique. Donc sur Gierek, peut-être peux. Bah, Gierek est originaire de Sosnowiec, hein, une région du sud de la Pologne, à peu près à 1 heure de route de Cracovie. Il arrive avec ses parents en 1913. Il a perdu son père dans un accident de la mine. Il arrive avec sa mère et puis son beau-père, qui s'appelle Jarosz. Donc ils vont faire tout un circuit. Il ne va pas arriver tout de suite dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment une espèce d'itinérance comme ça. Il va travailler dans le Massif central, à Marseille, à Paris, et même à Enchicham, dans l'est de la France. Et avant de s'installer dans la région, en 1926, il a 13 ans et il commence aux mines de Libercourt. Donc ensuite, il ira travailler à Arenberg également, et puis il finira sa carrière en France de 1931 à 1934, justement à la fosse 10 Ah oui, de Le Forêt. Il habitait la cité du Bois. 1934, donc il est expulsé, il repart dans le premier convoi, hein, du 11 août 1934. Et là, il va retourner en Pologne, mais c'est tellement la misère en Pologne qu'au bout de 3 ans, il va regagner la Belgique. Alors, évidemment, on peut pas il ne reviendra pas en France parce qu'il est expulsé, et tant que le décret d'expulsion n'a pas été remis en cause, il ne peut pas remettre les pieds, normalement, au pays. Certains vont le faire, hein, parce qu'on n'avait pas les systèmes de surveillance d'aujourd'hui. Et donc, il va travailler en Belgique, et il va
rester jusqu'en 1948 en Belgique, il va intégrer le mouvement de résistance communiste en Belgique, il va être à la tête de l'union comment dire, des associations polonaises pro-Varsovie, donc proche du régime de Varsovie, il était membre du parti, enfin, de la section belge, la section polonaise du Parti communiste belge, comme il était membre de la section polonaise du Parti communiste français Ouais. en 1931. Et là, en 1948, il repart en Pologne, et là, il va monter, il va gravir un peu, notamment dans la région de Katowice, et il va gravir un peu les échelons de la hiérarchie, au point d'occuper le poste de premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais qui dirige la Pologne en 1970, c'est ça jusqu'en 1980. Il va rester. Alors, il reviendra en France à un congrès du Parti communiste en 66, je crois, à Ivry-sur-Seine. Et alors pourtant, alors que l'épée de Damoclès de l'expulsion enfin, pèse toujours sur sa tête. Et surtout en 1972, il sera reçu en grande pompe par Pompidou qui va lui dresser le drapeau rouge, alors que normalement, puisqu'il était retourné en France, il aurait dû finir en prison, au moins en garde à vue, et puis être réexpulsé en Pologne. Et là, la République française va lui comment dire, déployer le drapeau rouge. Il reviendra également en Le 1977. tapis rouge surtout, parce que le Tapis drapeau rouge. rouge, je Oui, pense non, que non, Pompidou, il tapis rouge. l'appréciait modérément. Tapis rouge, tu as raison. Et en 1977, il reviendra avec rencontrer Giscard d'Estaing. Ah, c'est ça, Il fera 2 Giscard, oui. voyages. Voilà. Il y a l'image avec Giscard. Alors, il restait très. André Desmarais, que vous avez peut-être connu, qui habitait Éleu-d'Iloët, qui a été un moment correspondant de l'Humanité à Varsovie. Il l'avait rencontré et il restait très francophile. Mais il parlait français avec un accent belge, puisqu'il avait vécu plus longtemps en Belgique, qu'en France. Et les amis d'Édouard Gierek Alors, les Amis d'Edouard Guirec, on a lancé l'association en 2007 en lien avec justement la célébration lorsque le Conseil général à l'époque avait fait 2007 l'année de la Pologne. Et donc, justement, pour conforter un peu, pour parler de toute cette histoire, des grèves, pour mettre l'accent sur la dimension sociale de la présence polonaise ici dans la région, on avait décidé de créer cette association. Et donc, ça nous avait donné l'occasion de publier un livre qui avait été, enfin, d'éditer un livre qui avait été publié sous forme d'article par Jacques Estager, qui était un directeur, qui a été directeur du journal Liberté, résistant pendant la guerre, donc un des cadres du Parti communiste dans le Nord, et qui était parti en Pologne en 1948 et qui livrait justement son expérience de la Pologne. Il était parti du côté à Wałbrzych, en Basse-Silésie, et on retrouvait là-bas justement des mineurs qui avaient fait le choix du retour. Alors c'est intéressant, quand vous partez encore dans cette région de Basse-Silésie, vous pouvez encore tomber sur des personnes qui ont peut-être aujourd'hui 80, 85, 90 ans, mais qui parlent un français parfait, peut-être mieux que vous et moi, et qu'ils ont appris à l'école, et qui vouent toujours une certaine nostalgie à la France. Je sais que tous les 14 juillet, ils se réunissent encore devant le buste du général de Gaulle, et ils ne sont pas forcément hostiles à l'expérience qu'ils ont vécue dans le cadre de la Pologne populaire, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent maintenant, quand on parle de ces retours en Pologne, que les Polonais, les mineurs se sont fait berner par la propagande. Alors évidemment, quand on parle des communistes, on parle toujours de propagande. Quand on parle d'un sermon d'un prêtre dans une église, c'est pas de la propagande. Ça, c'est parce que mais c'est pas de la propagande. Enfin, la propagande dans l'acceptation un peu négative du terme. Et donc voilà, quand on parle à certains hostiles à la Pologne populaire de ces rapatriements, on nous dit qu'ils ont été bernés, qu'ils ont été trahis trompés par la propagande, ce qui n'est pas forcé. Certains peut-être se sont fait des illusions sur ce qu'ils pouvaient vivre en Pologne, mais d'autres ont très bien vécu et ont même fait des carrières qu'ils n'auraient jamais fait ici, dans l'administration, dans l'armée, dans la police, etc. Quoi. Ils seraient peut-être morts ici à 40 ou 45 ans de silicose dans le bagne de la mine, alors que là-bas, ils ont pu avoir des perspectives autres. Quoi. Et peut-être 2 mots sur cet ouvrage que tu as Oui. signé. Alors, on a aussi, donc les Amis d'Édouard Guirec, on avait initié aussi toute une campagne associée à des élus du Parti communiste, mais pas seulement, pour dénoncer un peu le fait que le parti d'extrême droite, le PiS, le parti dirigé à l'époque par Kaczynski, avait lancé toute une campagne
ce qu'ils appelaient une campagne de décommunisation. Moi, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, décommunisation. Parce que bon, la Pologne n'a On jamais baptise été un les rues, pays. Ouais, c'est ça. La Pologne n'a jamais été un pays communiste. C'était un pays socialiste. Donc voilà, il ne s'est jamais déclaré communiste, même s'il était dirigé par un parti qui s'appelait même pas Parti communiste d'ailleurs. Mais donc ils ont voulu débaptiser, ils ont enlevé les noms alors non seulement des gens qui avaient des militants qui avaient joué un rôle dans l'essor de la Pologne populaire, mais aussi des militants révolutionnaires de la fin du 19e siècle, des penseurs assassinés là, par la social-démocratie allemande comme Rosa Luxembourg, etc. Donc tout ce qui était place publique, équipement, salle de sport, rue, ben, l'idée c'était, on avait dressé là aussi encore une liste de noirs, une liste noire des mauvais Polonais entre guillemets, pour débaptiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des personnes étaient tombées dans l'oubli, des résistants qui étaient partis, comme une personne qui s'appelait Bronislaw Kania, qui a été exécuté par les Allemands ici. C'était un militant de Fouquier-les-Lances, qui était un résistant. Donc, il y avait son nom là-bas, parce qu'en fait, quand les Polonais sont repartis en Pologne, ils ont donné des noms enfin, les Polonais de France sont partis en Pologne, ils ont donné de noms connus qu'ils connaissaient là, aux villes et aux artères. Il fallait tout refaire là-bas. Par exemple, la famille Burchikowski de Salomine, ils ont eu également le droit à une rue, Thomas Rabiega, des gens qui étaient des militants, qui n'étaient pas forcément des dirigeants régionaux ou nationaux, mais des militants qui avaient fait leur part de travail ici en France. Et donc les autorités polonaises avaient décidé de tout rayer. De tout rayer de la carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vois Christian, c'est que dans certaines villes, ici à Grenay, à Oby ou à Drocourt encore le 1er mai dernier, des maires ont décidé justement de donner le nom d'Édouard Guirec à des places ou à des rues ou à des ronds-points, comme ici à Grenay. C'était une forme de pied de nez faite aux autorités polonaises, qui étaient d'ailleurs, je crois, toujours invitées aux cérémonies, mais qui ne se sont jamais daignées se déplacer. C'est le problème aussi avec la frange, un peu la frange qu'on appelle blanche de la communauté polonaise. Ils sont en terrain, ils sont systématiquement hostiles à ce qu'on fait, à ce qu'on peut produire, parce qu'on est souvent censuré aussi. On n'est pas, voilà. Et quand on demande de débattre, alors leur grande obsession, il y en a deux obsessions, c'est Katyn. Bon, Katyn, bon, c'est l'histoire de militaires qui auraient été soi-disant assassinés par l'armée rouge. Alors ça, c'est un peu remis en cause aujourd'hui par un historien américain, et enfin, pas par l'armée rouge, par le NKVD à l'époque. Et puis l'autre obsession, c'est le traité germano-soviétique d'août 1939. Bon. Et quand vous leur dites, bon, alors ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand vous leur dites que la Pologne a signé en 1934 un traité avec Hitler, là, ils n'ont plus rien à dire. Et donc, et les débats ne peuvent pas avoir lieu. C'est bien dommage. Ouais. Et ce tract, là, je vois que c'est une version photocopiée. Où est-ce qu'on peut en avoir une trace écrite? Ben, l'original se trouve, je vois, un vent là, qui est des archives départementales. L'original se trouve aux archives départementales à Arras, il me semble, à Dainville, pardon, pas à Arras, à Dainville. D'accord. Voilà. Donc on a la cote, là j'ai pas pris la cote, mais D'accord. Bah, on a la on cote. essaiera d'en joindre une version numérique, D'accord, la petite vidéo, ça peut être intéressant. d'accord. Bah écoutez, on peut faire tourner le micro. Non, par rapport à ce que c'est une précision que je voudrais avoir à ce que tu racontes, donc des expulsés de Leforest, qui étaient quand même en nombre. Mmh. Et tu dis que, apparemment, la solidarité n'a pas marché. Mais comment c'était vécu? Est-ce que c'était pas, tout simplement, comme on connaît maintenant, ces étrangers qui viennent voler le pain des Français? Tu vois, par rapport à la population en général, comment c'était vécu tout ça dans la population, française donc, hein, Mmh. par rapport, est-ce qu'il y avait du racisme? Est-ce qu'ils étaient mal vécus? Comment ça se passait, quoi? On a des retours à travers les articles de presse. Les journalistes, à l'époque, faisaient leur métier et ils interviewaient les gens pour savoir un peu ce qu'ils pensaient. Donc on avait des réactions, par exemple, hostiles des commerçants polonais parce qu'évidemment, ils sont expulsés dans les 2-3 jours, ils ont des dettes, mais évidemment, voilà, les dettes ne seront pas payées. Donc c'est un côté un peu, enfin, égoïste, naturellement égoïste, on peut les comprendre. Par contre, la population française, effectivement, va se demander pourquoi des Polonais à qui la France a ouvert, enfin,
pas toute la population française, enfin, c'est voilà, c'est des témoignages comme ça. On n'a pas d'études exhaustives, il n'y a pas eu de sondage de fait sur le sujet, mais qui ne trouvent pas normal que des Français à qui la France a accordé l'hospitalité se conduisent comme ça, comme des barbares. Parce que ça va jouer quand même cette idée de rumeurs, de lynchage. On va dire qu'il y a on a empêché des galibots, des jeunes, enfin des galibots français de remonter à la surface, qu'on les faisait presque mourir de faim, qu'on avait jeté des porions. On était là à moins 700 mètres, qu'on avait jeté encore des porions encore plus bas, enfin qu'on les avait assassinés. Donc ces rumeurs ont alimenté une certaine xénophobie qui devait déjà être latente. Mm. Après, le syndicat, la CGTU avait bien lancé des mots d'ordre de solidarité qui n'ont pas pris. Vu peut-être la sévérité des sanctions, évidemment, certains se posaient peut-être des questions. On y va ou on n'y va pas, quoi. Ouais, même dans les familles. Moi, je sais que dans ma famille, on a eu un expulsé, mais ça a été comme un secret, quoi. C'était le mauvais élève, quoi. On n'en parlait pas, quoi. C'était un peu la honte. Il s'est fait expulser parce qu'il s'est mal conduit, quoi. Et ah ouais, ouais. Et donc, on a retrouvé cette affaire-là très, très tard. C'était un frère à ma grand-mère et j'ai découvert ça très tard, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur aussi de représailles visant la famille? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai jamais rien su. Voilà, il est rentré au pays tout seul et ben, on ne sait pas ce qu'il a fait, quoi. Bon, après, avec la Pologne populaire, il est rentré à l'équivalent de la SNCF. Mais avant, est-ce qu'il est allé en prison? On ne sait pas. Et personne n'en parle dans la famille. Il n'y a pas une photo, il y a rien. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter, quoi. C'est spécial, quoi, hein. Bah, merci pour votre exposé. On reste étonné par la sévérité de l'État et surtout, bah, je connaissais pas la chronologie, par la rapidité. Est-ce qu'il y avait eu est-ce que ça veut ce qui laisse à penser que l'État y avait réfléchi déjà? Et est-ce qu'il y avait eu des signes avant-coureurs dans la population polonaise qui avaient amené l'État à réfléchir en se disant: «Bon, les premiers qui bougent, on va frapper fort»? Et deuxième question, vous indiquiez que le mouvement devait durer, voilà, une petite grève, une demi heure, une heure et que finalement ça a duré 36 heures. Sait-on pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, pour ça dure 36 heures? Oui, sur la deuxième question, dans les comptes rendus donnés par la CGT unitaire, parce qu'ils ont réuni leur organisation quelques jours plus tard, euh, on ne sait pas, c'est pas explicite. On sait qu'il y avait deux, apparemment, un porion, un cadre aurait demandé à deux mineurs polonais de remonter à la surface dès le début du conflit et ils auraient été arrêtés. Alors, ça, c'est une hypothèse. Non, non, on ne sait pas. Parce que je suppose que si c'était un mouvement qui était appelé à durer, il aurait peut-être été mieux préparé, même au niveau du ravitaillement, etc. Ils n'allaient pas s'engager comme ça, un peu sans avoir les moyens de leur combat. Par contre, pour la première question, c'était ouais, la rapidité. Alors, il y avait eu il faut savoir que quelques jours auparavant, il y avait eu des sérieux incidents à Salamine, avec des batailles rangées, puis des Polonais qui allaient être tabassés au commissariat, etc. Donc, il y avait quand même, ouais, il y avait un précédent sur Salamine, et c'est l'atmosphère générale, je crois, voilà, qui a fait que l'État, et peut-être aussi le fait que c'était une grève au fond. C'est la première grève au fond, enfin, d'après certains historiens, ça reste à vérifier, ça serait la première grève au fond qui anticiperont un peu les grèves sur le tas là, du Front populaire. Et peut-être que ça a inquiété particulièrement les autorités françaises. Je crois que ça a frappé ça a frappé les esprits, quoi. Donc il fallait agir vite et bien de leur point de vue. Ouais, Jacques, je voulais préciser une chose que tu n'as pas citée sur la grosse masse d'immigration polonaise, surtout sur les Westphalaks, quand ils sont arrivés en France. Les compagnies minières américaines sont débarquées en France justement pour recruter justement beaucoup de mineurs polonais, pour les recruter en Amérique. Et certains sont revenus parce que
Là-bas, les mines, c'était le bagne. Ils n'ont pas fait travailler aux mines françaises, même quand tu as évoqué qu'il n'y avait pas de caisse, qu'il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. Ils ont préféré revenir en France. Ensuite, pour revenir sur les Polonais qui se sont intégrés, moi je veux dire oui, ils se sont intégrés, mais bon, c'est l'interprétation qui est mal définie parce que beaucoup de Polonais, ils ont regardé leur nationalité, ils sont morts polonais, mais si on regarde leur dossier d'aujourd'hui, ils sont tous mal notés. Des mauvais éléments à surveiller, ils ont été comme surveillés, comme bon, comme tu l'as évoqué, les renseignements généraux qui étaient derrière, mais il y avait aussi les gardes des mines qui surveillaient. En plus, tu as évoqué les ghettos, surtout dans les cités minières où ils étaient parqués, où on mettait un ou deux Français, ça leur permettait de comprendre le polonais et par la suite, les Polonais qui ont compris ce système, pour les Westfalaks, ils ont mélangé les deux langues. Alors ils parlaient le polonais et l'allemand qui permettaient de plus comprendre pour les Français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas d'éléments particuliers sur les Polonais qui seraient partis, alors peut-être avant 14 aux États-Unis. Alors, ça, ce sont des archives de La Voix du Nord d'époque que j'avais vu. Enfin, c'est La Voix du Nord qui a publié ça dans des revues. Mais là où ils ont été chercher ça, je me le demande. Mais ça, les Américains, ils sont venus ici en France recruter des mineurs polonais. Mais certains sont revenus en France parce que c'était le bagne là-bas aux États-Unis. J'ai Voilà. pas d'éléments là-dessus. Je sais que des mineurs français sont partis avant 1914 travailler en Pennsylvanie notamment, et c'était des mineurs qui travaillaient du côté vraiment à l'extrême ouest du bassin minier, sur Étré Blanche, au Chi-aux-Bois, etc. Quand ces mines ont commencé à fermer, certains, au lieu de venir travailler sur Marle, au Shell, sont partis aux États-Unis. On avait une immigration, mais c'était des mineurs français. Hein. Après, il y a des Polonais qui travaillent directement en Pologne, mais passés par la Il y a des Polonais qui ont immigré aux États-Unis, mais ils ont passé par l'Allemagne, ils sont partis en bateau, mais pour travailler dans le textile, mais pas forcément dans les mines. Mais ceux-là ne sont jamais revenus. Hein, ils sont restés aux États-Unis. Mais bon, je parle des mineurs, moi, hein, ceux qui sont venus ici en France. En plus, les Westfalaks, ils ont eu une particularité, c'est qu'eux, ils ont eu un droit, c'est qu'ils sont venus avec leurs meubles. Ceux de Pologne, ils n'ont pas eu le droit. Alors, à savoir que certains, comme tu avais évoqué le train, mais il y en a qui sont venus par bateau. Oui, alors, ils sont notamment venus par bateau lorsque la France occupait la Ruhr et que la possibilité de traverser l'Allemagne était interdite. Donc, ils sont venus par bateau de Gdynia. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous allez sur la mer Baltique, en Pologne, à Gdynia, il y a un très beau musée moderne sur justement l'immigration. L'émigration des Polonais, alors que ce soit en Allemagne, en France et jusqu'aux États-Unis, par les lignes transatlantiques. Là. Un très beau musée moderne à Gdynia, près de Gdansk. Merci Jacques pour ton exposé. Tu parlais de la version officielle de l'intégration des Polonais dans la région. Juste un témoignage, à la fin des années 80, à l'IUFM, donc dans l'école qui accueillait les futurs enseignants qui avaient obtenu le concours, on apprenait, c'était donc la version officielle, que les Polonais dans la région s'étaient intégrés grâce à 3 entités, l'Église, les syndicats et l'école. Sachant qu'à l'époque déjà, à la fin des années 80, l'Église n'avait plus beaucoup d'influence, les syndicats n'avaient plus non plus la même influence, et donc on faisait peser sur les épaules des futurs enseignants l'intégration des populations qui arrivaient en France à cette époque-là. Je pense que l'école a joué un rôle considérable, quoi. Mais évidemment, comme je le répète, pour les Polonais qui sont restés en France. Pour les autres, alors l'Église, comme elle a eu une attitude, comme je le disais tout à l'heure, elle a joué la carte de l'isolationnisme au début, dans la perspective d'un retour en Pologne. Et c'est une fois qu'elle s'est dit, on ne retournera pas en Pologne parce que la Pologne s'oriente vers le socialisme,
soi-disant hostiles à l'Église, ce qui n'était pas forcément vrai. Et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, on a joué la carte de l'intégration, quoi. Donc, voilà. Par contre, les syndicats, c'est sûr qu'ils ont aussi contribué, parce qu'en fait, que partageaient le mieux les Polonais avec les Français, c'est l'exploitation. L'exploitation par les houillères dans les mines. Et voilà, c'est ça aussi qui les a rapprochés, et également dans la lutte syndicale. Plus que la lutte dans la résistance, parce que parfois on dit Polonais, Français, ça a favorisé la résistance, ça a favorisé les rapprochements entre les deux communautés. Mais là, ça restait un mouvement, la résistance extrêmement minoritaire, quoi. Hein. Donc c'est pas. Et puis en plus, il y avait un mouvement de résistance qui était le POVN, qui était directement rattaché au gouvernement polonais de Londres. Euh, pour eux, il n'y avait aucun intérêt à résister avec les Français. L'idée, c'était la libération de la Pologne. Donc il fallait préserver, on peut le comprendre de leur point de vue, hein, le plus de vie humaine possible. C'est pour ça, quand vous allez à la citadelle d'Arras, où il y a à peu près, enfin, il y a plus d'une centaine de plaques de fusillés, dont à peu près 13 ou 14 Polonais. Il n'y a aucun Polonais de ce mouvement POVN rattaché à Londres, qui est à la citadelle d'Arras, quoi. Alors, ils nous mettent surtout en avant un parachutiste qui venait d'Angleterre, qui s'appelait Wagner, qui a été tué dans le Nord. Mais lui, il venait d'Angleterre, il n'appartenait même pas à l'immigration polonaise ici. Alors que parmi les mineurs polonais, on a eu des Kempa, on parlait tout à l'heure de Brania, etc., des gens qui ont quand même qui ont lutté les armes à la main contre les nazis, ce qu'on ne retrouvait pas chez les autres, quoi. Sans regret. Après, on peut continuer. Ah. Merci pour l'exposé. C'est pas des questions, c'est juste, on parlait d'intégration des Polonais, avec, par le biais de l'église, du culte. Mais, ben, jusque dans les années 80, la messe, à l'église Millennium, elle était, célébrée en polonais. Moi, j'ai été enfant de chœur, j'ai appris mes prières en polonais, même si, à la maison, on parlait pas trop polonais pour justement nous intégrer, mais, les prières, en tout cas, on les apprenait en polonais, et jusque, ben, dans les années 80, puisque, moi je fréquentais l'église, dans les années 80, on célébrait la messe en polonais, et puis le polonais, enfin moi je connais plus les prières, avec quelques mots en polonais que. Et et aussi, pour dire aussi que, on parlait d'intégration et d'assimilation. Il y a quelques années, donc mes parents, ils sont nés en 36 et en 39. Moi, je suis un fils et un petit-fils de mineurs. Donc mon père était d'origine hongroise et ma mère était d'origine polonaise, mais français par leur naissance. C'était les grands-parents qui étaient, étrangers, qui ont été naturalisés, et pour renouveler une carte d'identité, la carte d'identité, française, il y a il y a peut-être 10 ans de ça, on leur avait dit de prouver qu'ils étaient bien, français, pour un simple renouvellement. Donc ils avaient dû aller à Béthune pour retrouver l'extrait de naturalisation auprès du tribunal. Mmh, Voilà. mmh. On fera tout à l'heure une petite vérification si tu te souviens de tes prières. Et l'international, tu l'as chanté en polonais? Si personne n'a d'autres questions, après, on peut. Ah, Christian. C'est pas une question, c'est juste par rapport au mouvement et à la solidarité. C'est Raymond Frakowiak qui nous rappelait tout le temps lors de la grève de 48, son père a été menacé d'expulsion et donc il n'a pas pu participer à la grève. Et du coup, lui, Raymond, il n'a pas été envoyé dans les familles en région parisienne. Et quand il a interrogé, on lui a dit bah oui, mais ton père c'était un jaune. Donc il a expliqué que non, c'était juste que Mmh. quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mmh. Et donc ça, par rapport à l'intégration, enfin, les étrangers ont toujours été utilisés pour casser le mouvement social, donc ça complexifie les solidarités, puisque c'est fait pour. Et puis notre belle-mère, qui est la maman Michel, elle raconte aussi qu'elle a vécu la même chose quand elle a dû renouveler ses papiers d'identité.
On lui a demandé de prouver qu'elle était française. Heu évidemment que ça c'est compliqué parce que quand elle a pu devenir française, elle l'a refusé parce que à l'état civil, s'était moqué de sa mère. Donc évidemment qu'elle a choisi de rester polonaise et elle est devenue ensuite française par mariage, mais qu'on lui re que, 40 ans après, on lui remette Mmh. ça et qu'on lui demande Mmh. de prouver sa nationalité française et qu'elle soit obligée de faire des démarches pour prouver qu'elle est bien française, le coût de l'intégration réussie et qui a pas posé de problème et tout, Mmh. le choc, il est extrêmement violent Mmh. dans ces situations-là. Mmh. Mmh. Mais les immigrés algériens ont connu la même chose puisqu'on leur a refusé la citoyenneté française alors que les accords d'Évian, pardon, oui, les accords d'Évian permettaient Mmh. de laisser la nationalité française. On leur a refusé cette nationalité française et la maman d'Ali Boukassem a dû attendre très très longtemps pour être une maman française honorable parce que on faisait comme si elle n'était pas intégrée. Ça, Mmh. c'est le principe de notre État de refuser l'intégration. Mmh. Et sinon, dans notre histoire là, de la région, il manque quand même les juifs polonais, Ouais. qui sont, euh, qui sont importants, mais plus en région parisienne Ouais. que dans la région, qui sont une spécificité, et qui ont été aussi, eux, très impliqués dans la résistance. Je pense à Henri Krasuki ou à la maman de Pierre Goldman, qui, elle, est repartie faire la Pologne socialiste ou communiste, Mmh. On a une communauté, juive, hein, et de qui commerçants. ouais, essentiellement de commerçants, alors que c'est vrai qu'en région parisienne en en région parisienne, c'était plus diversifié, puis on avait aussi des militants plus politisés. Ici, on a eu très peu, enfin à notre connaissance. Et donc les commerçants étaient juifs, polonais. La communauté elle allait être carrément pratiquement décimée, hein, à 90% avec les grandes rafles de septembre 1942. Et ils étaient principalement implantés à Lens et dans les environs. On a dans les archives départementales encore parce que bon, évidemment les Allemands avaient dressé des listes et les Français, ouais, les Français avaient, et ouais, la police de Lens, et la plupart exerçaient comme tailleurs, bottiers, ou commerçants, ou commerçants ambulants, etc. Quelques mineurs. On avait à Divion un cas d'un mineur, alors les juifs, on ne sait pas s'il était juif, il y a le Wolstein, alors le nom a consonance juive, mais est-ce qu'il pratiquait, est-ce qu'il se revendiquait de la culture juive, et il était complètement isolé, en plus il ne vivait pas au sein d'une communauté, parce que bon, à Lens il y a une synagogue, il y avait un cimetière à Hailleux. À Lens, à Divion isolé, il a quand même été arrêté, conduit à Malines et puis ensuite à Auschwitz avec sa famille. Il survivra, alors que sa compagne et son fils seront gazés à leur arrivée à Auschwitz, quoi. Mais ça formait une minorité très mal vue la mission catholique, hein. Quand vous lisez parfois Narodowiec, il dénonçait les juifs, ces hordes de juifs, ces parasites qui viennent s'engraisser sur le dos des bons catholiques. Enfin, il ne parlait pas de catholiques, des Polonais, etc. Donc il y avait un discours flagrant, antisémite de la part de Narodowiec, qui était un journal de la démocratie chrétienne, hein, quelque part un peu entre Beyrouth et à droite. Bon. Et il y avait également des témoins de Jéhovah, hein. C'était un courant protestant qui s'est implanté principalement grâce aux Polonais ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Oui, Zuniat, oui. Oui, ukrainien. Ouais. Tu peux pas ajouter un petit commentaire? Non, c'est pas enfin, voilà. Moi, je suis la petite fille de 2 immigrés, polonais et j'ai pas du tout été élevée dans la polonitude. Ils travaillaient, à la campagne. Ils étaient donc, travailleurs agricoles et l'intégration, ils l'ont voulu à marche forcée pour leurs enfants. Interdiction de parler polonais. Tu es en France et à l'école, voilà, c'est le français. C'était pas du tout l'ambiance, des cités Tout à minières, fait. quoi. Ouais, ouais. Dans l'Avesnois, du côté de Maubeuge, ça ne les empêchait pas de voir leurs amis, de danser, le samedi soir, voilà, entre eux, de parler en polonais, mais il y a pas eu la transmission, ne serait-ce que de la langue. Non, ouais, tout à fait. Voilà. On considère à peu près, quand on regarde un peu les statistiques socio-professionnelles, qu'il y avait sur 10 actifs, 10 travailleurs, il y a 8 travaillaient dans les mines,
un dans l'industrie textile ou sidérurgique et un dans les campagnes. Mais dans les campagnes, évidemment, ils étaient isolés. Ce qui a donné d'ailleurs à des abus sexuels, notamment à l'encontre des jeunes filles. La Pologne va mettre à un moment le holà et va interdire l'émigration de personnes, de jeunes filles, quoi. Et donc ça va favoriser l'intégration. Ça va favoriser effectivement l'assimilation. Les mariages mixtes vont être beaucoup plus prononcés dans les campagnes que dans le bassin minier. Et au niveau de la religion, quand même, voilà, on présente la Pologne catholique. C'était quand même 50% des juifs polonais et des catholiques polonais, plus des minorités importantes. Je pense qu'à l'ouest, il y avait quand même l'influence allemande, puisque à un moment, ils étaient dans l'empire, dans le Reich allemand. Et puis dans le sud-est, il y a toute la partie là, en liaison avec l'Ukraine, où on a les uniates. Mm. Ils sont de rite, enfin, ils sont chrétiens, catholiques, qui respectent le pape, mais de rite orthodoxe, quoi. Mm. Et ma Mm. grand-mère a été souvent, enfin, c'était une dissimulée dans l'église catholique. Une fois par mois, elle allait à Maubeuge, dans la grande ville, parce que elle retrouvait la communauté des Polonais, mais qui à un moment avait été, c'était les Ukrainiens polonais, quoi. Mm. Mm. Oui, parce que suite au traité parce que la Pologne se présente toujours comme un pays en proie aux ambitions territoriales de ses deux puissants voisins, l'Allemagne et la Russie. Mais quand elle a pu se développer sur des territoires qui n'étaient pas ethniquement polonais, elle n'a pas hésité à le faire, notamment après le traité de Riga de mars 1921 qui met fin à la guerre entre la Russie bolchevique et la Pologne. Elle va empiéter sur à peu près. Alors, Curzon, Lord Curzon, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, avait défini une ligne ethnique dans la foulée du traité de Versailles pour séparer en fait l'Ukraine et la Pologne. Et finalement, suite à cette guerre, la la frontière polonaise va se déplacer à 200 km à peu près à l'est. Donc la Pologne, à l'époque, va occuper une partie de la Biélorussie et une partie de l'Ukraine. Comme en 1938, après l'intervention allemande en Tchécoslovaquie, elle n'hésitera pas à occuper une partie de la Tchécoslovaquie, le duché de Szczecin ou Teschen en allemand. Voilà. Donc c'est une puissance aussi coloniale quand elle a pu, ou impérialiste quand elle a pu l'être. Ce qui va donner d'ailleurs en 1941 des massacres par les nationalistes ukrainiens qui vont assassiner non seulement des juifs, non seulement des Ukrainiens soviétiques, mais également à peu près, on compte en Volhynie, jusqu'à 100 000 Polonais qui vont être assassinés par les Ukrainiens bandéristes qui sont aujourd'hui mis à l'honneur à Kiev. Je pense qu'au niveau de l'horloge, on est dans les temps. Donc on peut maintenant, on va couper les micros, et puis si vous voulez avoir une conversation plus informelle, peut-être aussi si vous êtes intéressé par les ouvrages, voilà, on peut prendre notre temps, discuter un petit peu avant de se séparer. Voilà. Merci à Jacques en tout cas. Merci à vous. Merci.